Les vagues de l'Atlantique, d'une douceur insoupçonnée, venaient caresser les rivages d'Isla Grande en cette année 1903. L'île, un joyau serti d'émeraude et d'azur, s'étirait au large de la côte de Rio de Janeiro, une promesse de verdure luxuriante et de paix insulaire. Ces plages de sable fin, où le soleil tissait des motifs éphémères, s'étiraient sous le regard bienveillant d'une forêt atlantique dense, un labyrinthe végétal où les singes hurleurs saluaient l'aube et le crépuscule. L'air y était saturé d'embrun salé et du parfum capiteux des fleurs tropicales, un mélange enivrant qui semblait défier toute idée de tristesse ou de confinement. C'était un lieu de beauté sauvage, presque immaculé, où la nature régnait en maître, ses secrets jalousement gardés par des criques cachées et des sommets abrupts enveloppés de brume matinale. Pourtant, sous cette façade idyllique, une intention sombre commençait à prendre forme dans les bureaux lointains de la capitale. Le gouvernement brésilien, dans une quête de solutions modernes à ses problèmes carcéraux, avait jeté son dévolu sur cette île isolée. L'éloignement, la difficulté d'accès, la nature impénétrable de sa forêt, tout cela semblait être des atouts pour une nouvelle forme de punition, la colonie pénitentiaire agricole. L'idée était séduisante sur le papier, transformer des criminels en travailleurs, les réhabiliter par l'effort physique et le contact avec la terre, loin des tentations urbaines. Une naïveté forcée, imprégnée de l'optimisme positiviste de l'époque, masquait la brutalité inhérente à l'isolement et au travail forcé. Les premiers signes de cette intrusion furent subtils, presque imperceptibles pour les quelques pêcheurs et agriculteurs qui avaient élu domicile sur l'île depuis des générations. Des bateaux à vapeur, plus grands que ceux qu'ils connaissaient, commencèrent à fendre les eaux turquoises, transportant non pas des touristes ou des marchandises, mais des hommes au visage grave, des géomètres munis de leurs instruments, des ingénieurs brandissant des plans. L'encliquetis des chaînes de mesure, le son sec des haches entaillant les premières lianes, le grincement des charrettes rudimentaires transportant des matériaux bruts, autant de dissonances dans la symphonie naturelle de l'île. Pour les habitants locaux, dont la vie était rythmée par les marées et les saisons, cette nouvelle était d'abord une curiosité, puis une source d'appréhension grandissante. Leurs ancêtres avaient vécu en harmonie avec Isla Grande, respectant ses esprits et ses mystères. Désormais, l'État, une entité lointaine et abstraite, s'apprêtait à remodeler leur monde. C'était une intrusion inéluctable, une force contre laquelle ils ne pouvaient rien. Une résignation silencieuse commença à s'installer, mêlée à une crainte diffuse. Ils avaient vu la beauté de l'île et savaient qu'elle pouvait être impitoyable. Mais l'homme, avec ses ambitions de contrôle, pouvait l'être bien davantage. L'air, autrefois pur, portait désormais le poids de promesses non tenues de réhabilitation, mais aussi la certitude d'un isolement qui, pour certains, serait éternel. Les fondations de cette nouvelle destinée carcérale étaient posées, invisibles encore, mais déjà ancrées profondément dans le sol fertile de l'île, comme une graine de malheur prête à germer. 25 années s'écoulèrent, et avec elles, l'innocence primitive d'Isla Grande s'estompa, remplacée par la silhouette austère d'une forteresse naissante. En cette année 1928, le Presidio Cândido Mendes fut officiellement inauguré. L'architecture froide et fonctionnelle se dressait désormais comme un défi à la nature environnante, ses murs de pierre brute et de ciment gris perçant la canopée luxuriante, visible depuis la mer comme une cicatrice sur le paysage. Les tours de guet, carrées et implacables, perçaient le ciel, leur vigie scrutant l'horizon, non pas pour admirer la beauté des eaux, mais pour s'assurer qu'aucun espoir d'évasion ne puisse jamais y flotter. L'isolement géographique de l'île, autrefois une bénédiction, était désormais présenté comme le garant absolu de la sécurité. Les courants traîtres, les fonds marins peu profonds et infestés de requins, la distance du continent, tout était mis en avant comme une barrière infranchissable, une prison naturelle avant même les murs de l'homme. Le silence de l'île, jadis seulement ponctué par le chant des oiseaux et le murmure des vagues, était désormais envahi par des bruits nouveaux, des sons métalliques et stridents. L'encliquetis des chaînes que les premiers détenus de droit commun traînaient derrière eux résonnait dans les couloirs de pierre, les ordres secs des gardiens fusaient, créant une ambiance de soumission et de contrôle absolu. L'odeur du sel et de la terre humide se mêlait désormais à celle du désinfectant âcre, de la sueur et d'une peur indéfinissable. Les gardiens, jeunes souvent, vêtus de leurs uniformes impeccables et rigides, ressentaient une fierté mêlée d'une lourde responsabilité. Ils étaient les dépositaires d'un pouvoir absolu sur ces vies brisées, les maîtres incontestés de ce royaume insulaire de confinement. Dans leurs yeux, on pouvait lire la satisfaction du devoir accompli, mais aussi, pour certains, la graine d'une cruauté naissante, nourrie par l'impunité de leur position. Ils étaient les garants de l'ordre, les sentinelles d'un système qui promettait de purger la société de ses éléments indésirables. Pour les détenus, l'arrivée à Isla Grande était un choc brutal, une descente dans un désespoir latent. Leur voyage en bateau, souvent long et éprouvant, s'achevait sur la vision de cette île verdoyante qui, de loin, avait pu sembler une promesse de liberté, mais qui, de près, révélait ses murs infranchissables. La prise de conscience de l'éloignement du monde, de la perte de tout contact avec la vie qu'ils avaient connue, était une douleur physique. L'écrasante réalité de leur captivité sur une île dont on ne s'échappait pas s'infiltrait dans leurs eaux, éteignant toute lueur d'espoir. Les visages étaient marqués par la fatigue et la résignation, les corps courbés par le poids d'un avenir incertain. Cândido Mendes n'était pas seulement une prison,
c'était un tombeau pour les vivants, un lieu où le temps semblait s'être arrêté, figé dans la monotonie des jours sans fin. 7 années passèrent, et le Brésil, sous la poigne de fer de Getúlio Vargas, s'enfonçait dans une période de turbulence politique. En cette année 1935, la répression des soulèvements communistes marqua un tournant décisif pour le Presidio Cândido Mendes. L'île, jadis simple prison pour criminels de droit commun, allait désormais endosser un rôle bien plus sinistre, celui de symbole de la répression politique. Des bateaux, plus silencieux que les précédents, accostèrent, déchargeant une nouvelle sorte de détenus. Ils ne portaient pas les stigmates habituels de la criminalité, mais des visages marqués par la réflexion, l'idéalisme et une forme de dignité farouche. Parmi eux se trouvaient des intellectuels, des militants, des figures de l'opposition au gouvernement de Vargas, des hommes et des femmes dont le seul crime était d'avoir des idées différentes, de rêver à un Brésil autre. L'air sur l'île se chargea d'une tension palpable. Les murmures de résistance, les discussions idéologiques, les poèmes récités à voix basse, se mêlaient aux bruits habituels de la prison, le cliquetis des chaînes, les pas lourds des gardiens, les plaintes étouffées. Le contraste entre les paysages paradisiaques de l'île et la réalité brutale des idéaux brisés était saisissant. Les palmiers se balançaient indifféremment sous la brise marine, tandis que derrière les murs, des esprits vifs étaient contraints à l'inaction, leurs pensées devenant leurs seules armes. Pour ces prisonniers politiques, l'incarcération était un mélange d'angoisse existentielle et de défis intellectuels. Ils luttaient pour maintenir leur dignité, leurs convictions, leur humanité face à l'isolement écrasant et à l'arbitraire du pouvoir. Chaque jour était un combat pour ne pas sombrer dans l'oubli, pour ne pas laisser leur esprit être brisé. Ils cherchaient des failles dans le système, des moyens de communiquer, de s'organiser, de préserver un semblant de communauté. Les gardiens, habitués à la résignation des criminels de droit commun, étaient déconcertés par cette nouvelle catégorie de détenus. L'administration, elle, ressentait une nouvelle dimension de surveillance, la peur de l'influence des subversifs sur les autres détenus, la crainte que leurs idées ne contaminent l'ensemble de la prison. Ils étaient dangereux, non pas par leur force physique, mais par la puissance de leurs mots et de leurs convictions. Cândido Mendes n'était plus seulement un lieu de punition, mais un champ de bataille idéologique, silencieux, mais intense, où les esprits se mesuraient aux chaînes. L'année 1936 vit l'arrivée d'un homme dont le regard perçant allait transpercer les murs d'indifférence de Cândido Mendes, Graciliano Ramos. Écrivain brésilien renommé, il fut incarcéré sans jugement, victime de la paranoïa politique qui balayait le pays. Son arrivée marqua le début d'une expérience de l'isolement et de l'absurdité du système carcéral qu'il allait, plus tard, immortaliser dans ses mémoires de prison. Dès le premier instant, son regard acéré d'observateur enregistra chaque détail, la texture rugueuse des murs, l'odeur persistante de l'humidité et de la misère, le son étouffé des pas dans les couloirs, le cri lointain des mouettes, cruellement libres. Une atmosphère de claustrophobie mentale et physique s'installa autour de lui, même sous le vaste ciel tropical. Les murs de la prison n'étaient pas seulement en pierre, mais aussi en bureaucratie aveugle et en indifférence humaine. Le temps, cet ennemi silencieux, s'étirait, chaque jour une répétition monotone, interrompue seulement par de brèves lueurs d'espoir, une lettre reçue, un mot échangé secrètement ou de nouvelles brutalités, une fouille inopinée, une punition arbitraire. Ramos observait les rouages de la prison, la hiérarchie informelle qui se développait entre les détenus, les codes non dits, les alliances fragiles. Il voyait la déshumanisation progressive, non seulement des prisonniers, mais aussi des gardiens, corrompus par le pouvoir absolu. Dans l'intimité de sa cellule exiguë, l'esprit de Graciliano Ramos, malgré la privation de liberté, restait d'une vivacité impitoyable. Il ressentait une profonde aliénation, le sentiment d'être un étranger dans son propre pays, une ombre parmi d'autres ombres. Mais cette aliénation était contrebalancée par une détermination farouche à survivre, non seulement physiquement, mais aussi intellectuellement, et à témoigner. Chaque observation, chaque conversation, chaque sensation était méticuleusement enregistrée dans les replis de sa mémoire, comme un trésor qu'il promettait de déterrer un jour. Les autres prisonniers politiques partageaient ce sentiment d'injustice criante. Leurs corps étaient emprisonnés, mais leurs esprits restaient libres, animés par une rage impuissante qui oscillait avec une résilience forcée. Ils cherchaient des moyens de communication, des mots passés à travers les barreaux, des messages griffonnés sur des bouts de papier volés, des chants murmurés pour maintenir leur morale et leur solidarité. Ils se soutenaient mutuellement, partageant le peu qu'ils avaient, s'offrant une écoute et une compréhension que le monde extérieur leur refusait. Ils luttaient pour ne pas sombrer, pour ne pas laisser l'île et son système les engloutir. La présence de Ramos, avec son calme et son regard pénétrant, était pour beaucoup un rappel que leur souffrance avait un sens, qu'elle pouvait être documentée, et qu'un jour, la vérité éclaterait. En cette année 1938, le régime de l'Estado Novo de Getúlio Vargas était fermement établi, renforçant la répression politique à travers tout le Brésil. La chape de plomb de la censure s'abattait sur le pays, étouffant toute voix dissidente, contrôlant chaque parcelle d'information. Île Grande, déjà lieu de détention pour les opposants, devint l'un des principaux centres de cette machine répressive. Son image de « terre sans retour » fut renforcée, ses contours géographiques se transformant en une barrière psychologique infranchissable.
L'incertitude plana sur l'île, alimentée par le silence assourdissant de l'extérieur et l'absence de nouvelles fiables. Les vagues se brisant sur les côtes de l'île semblaient chuchoter des secrets, des histoires inachevées, tandis que la peur de l'inconnu s'infiltrait dans chaque recoin de la prison. Une anxiété collective s'installa chez les détenus, exacerbée par l'arbitraire du pouvoir et l'absence totale de recours. La paranoïa grandit, un poison lent qui rongeait la confiance. Chacun se demandait qui serait le prochain à être transféré sans explication, dont le sort resterait scellé dans le secret des archives d'État. Les bruits de pas dans les couloirs la nuit, le grincement d'une porte, le chuchotement des gardiens, tout était interprété comme un signe, une menace imminente. Les cellules, déjà exiguës, semblaient se rétrécir sous le poids de cette angoisse. L'odeur de la peur était presque palpable, se mêlant à la moiteur tropicale. À l'extérieur, sur le continent, les familles des détenus vivaient dans une ignorance douloureuse. Elles s'accrochaient à l'espoir fragile d'une nouvelle, d'une lettre, d'une visite autorisée, mais le plus souvent, elles ne recevaient que le silence. Les démarches auprès des autorités restaient vaines, les portes se fermaient, les regards s'esquivaient. Elles étaient prises au piège d'une attente interminable, un purgatoire où l'espoir et le désespoir se livraient une bataille incessante. L'image de leurs proches, disparue derrière les murs de cette île mythique, les hantait, une blessure ouverte qui refusait de cicatriser. Îla Grande, dans l'esprit collectif, n'était plus seulement une prison, mais un abîme, un trou noir où les vies s'évanouissaient, laissant derrière elles un sillage de questions sans réponse et de larmes silencieuses. L'ère des zones d'ombre et des rumeurs de disparition venait de commencer, une ère qui allait marquer l'histoire du Brésil de son sceau indélébile. Le Brésil, vaste et tourmenté, retenait son souffle. En cette année 1964, le pays basculait dans l'abîme. Un coup d'État militaire, orchestré avec une précision glaçante, venait de renverser le président João Goulart, dont la politique de réforme sociale était jugée trop subversive par les forces armées et une partie de l'élite conservatrice. L'air, sur tout le continent, était lourd de suspicion et de peur, une chape invisible qui s'abattait sur les villes, les campagnes, les foyers. Les rumeurs couraient, les arrestations se multipliaient, et l'ombre d'une nouvelle ère, sombre et répressive, commençait à s'étendre. Sur l'île d'Ilha Grande, loin des tumultes de Rio de Janeiro, un autre chapitre s'ouvrait. La prison Cândido Mendes, qui avait connu les silences angoissés de l'Estado Novo, fut rapidement réactivée, ses murs de pierre et de béton renforcés, ses barreaux inspectés, ses cellules dépoussiérées pour accueillir une nouvelle vague, massive, de prisonniers politiques. Ce n'étaient plus seulement les vieux militants communistes ou les intellectuels aguerris qui remplissaient les cachots, mais aussi de jeunes étudiants, des ouvriers syndiqués, des artistes engagés, des avocats idéalistes, toute une génération qui avait cru aux promesses de démocratie et de justice sociale, et qui se retrouvait désormais confrontée à la brutalité d'un régime sans pitié. L'arrivée de ces nouveaux contingents de détenus apporta un mélange paradoxal d'énergie combative et de désespoir face à la brutalité inattendue du régime. Ils débarquaient, souvent les yeux bandés, les mains liées, sur les plages de sable fin qui bordaient la prison, guidés par des gardiens aux visages impassibles. Le soleil tropical, impitoyable, écrasait l'île de sa chaleur moite. L'odeur du sel et de la végétation luxuriante se mêlait à celle, plus âcre, de la sueur, de la peur et de l'acier rouillé. L'océan, qui avait toujours été un symbole d'évasion, de liberté pour les marins et les pêcheurs, devenait pour eux une barrière infranchissable, une étendue d'eau infinie qui renforçait la sensation d'isolement total, de coupure définitive avec le monde qu'ils avaient connu. Chaque vague qui s'écrasait sur les rochers semblait répéter, inlassablement, le même mantra, nul n'échappera. La junte militaire, fraîchement installée, opérait sous l'emprise d'une idéologie anticommuniste féroce. Elle affichait une détermination froide et impitoyable à écraser toute opposition, à purifier la nation de ce qu'elle considérait comme des menaces subversives. Pour eux, ces jeunes idéalistes n'étaient que des pions manipulés par des forces obscures, des ennemis intérieurs qu'il fallait neutraliser à tout prix. Les prisonniers, quant à eux, étaient remplis d'une indignation farouche. Leurs idéaux, forgés dans les universités et les rassemblements ouvriers, brûlaient encore en eux, même derrière les barreaux. Ils cherchaient à s'organiser, à communiquer, à maintenir une forme de résistance malgré les conditions extrêmes, à préserver leur dignité face à la déshumanisation rampante. Mais cette volonté de lutte était aussi teintée d'une angoisse croissante, d'une question lancinante qui hantait leur nuit. Quel serait leur sort? Combien de temps resteraient-ils là? Reviendraient-ils un jour? 3 années passèrent, lourdes de silence et de souffrance. En 1967, les premiers témoignages de prisonniers politiques libérés ou transférés de Cândido Mendes commencèrent à filtrer. Ce n'étaient que des bribes, des murmures à peine audibles, mais ils suffisaient à dépeindre des conditions de détention inhumaines. Les récits parlaient de surpopulation, de cellules où l'on dormait à tour de rôle faute de place, de malnutrition qui rongeait les corps et affaiblissait les esprits, de manque d'hygiène qui transformait la vie quotidienne en un combat constant contre la maladie et les parasites. Mais au-delà des privations physiques, c'était la torture psychologique qui laissait les cicatrices les plus profondes. L'isolement, le silence forcé, la privation de sommeil, les menaces constantes, l'incertitude du lendemain. Une atmosphère de secrets et de rumeurs entourait l'île.
Chaque information qui s'en échappait était précieuse, une perle rare arrachée au mur d'opacité. Mais elle était aussi difficile à vérifier, alimentant l'imagination et la peur, transformant chaque fait en un mythe terrifiant. Le sentiment d'impunité des gardiens et des autorités pénitentiaires était palpable, créant un climat où tout abus était possible et rarement puni. Il n'y avait pas de témoins fiables, pas de recours extérieur. Le mur de silence était épais, construit brique par la peur et la complicité. Les familles des détenus, sur le continent, vivaient dans une angoisse permanente. Chaque jour était une épreuve, une longue attente ponctuée d'espoirs fugaces et de terreurs soudaines. L'espoir de revoir un être cher se mêlait à la terreur des nouvelles qu'elle pourrait recevoir ou, pire encore, du silence persistant. Les quelques activistes qui osaient s'exprimer, souvent de jeunes avocats ou des membres d'organisations naissantes de défense des droits de l'homme, ressentaient une urgence morale brûlante. Ils savaient qu'ils devaient agir, mais ils étaient aussi conscients de leur grande vulnérabilité face à un régime qui ne tolérait aucune critique, aucune dissidence. La peur des représailles était omniprésente, une épée de Damoclès suspendue au-dessus de leur tête. Ils travaillaient dans l'ombre, collectant des témoignages, rédigeant des pétitions qui restaient souvent lettres mortes, mais qui marquaient les premières fissures dans le mur de fer de la dictature. L'année 1969 marqua un tournant sinistre. L'acte institutionnel numéro 5 fut décrété, suspendant les garanties constitutionnelles et renforçant les pouvoirs de la dictature à un niveau sans précédent. C'était la fin de toute illusion de l'égalité, le début d'une période de répression totale. La censure devint absolue, la torture systématisée, les arrestations arbitraires monnaie courante. Le pays entra dans sa période la plus sombre, électrisé par la paranoïa. Île Grande, déjà un lieu de détention pour les opposants, devint une destination privilégiée pour les éléments subversifs, ces hommes et ces femmes dont le régime voulait effacer l'existence même. Sur l'île, la discipline se durcit encore. Chaque détenu vivait désormais sous la menace constante d'être le prochain à disparaître. Les disparitions de prisonniers, qu'elles soient le fait de transferts secrets vers des centres de torture continentaux ou de décès non enregistrés, commencèrent à se multiplier, alimentant la terreur. Le mot « desaparecidos », les disparus devint un concept terrifiant, un fantôme qui hantait les esprits. On ne parlait plus de morts, mais de vies effacées, de corps volatilisés, de noms rayés des registres. L'ambiance de suspicion généralisée s'installa, chacun se méfiant de l'autre, craignant l'informateur ou le traître, mais cherchant désespérément un signe de solidarité. La survie se réduisait à un jour après l'autre, un repas après l'autre, une nuit passée sans incident. Le régime militaire ressentait une puissance absolue, justifiant ses actions par la « sécurité nationale », un concept élastique qui englobait toute forme d'opposition. Les prisonniers, quant à eux, étaient plongés dans une détresse profonde. L'espoir d'une justice s'amenuisait chaque jour un peu plus face à l'arbitraire total. Les avocats n'avaient plus de pouvoir, les tribunaux étaient muselés. La solidarité devint alors une bouée de sauvetage psychologique, un lien ténu mais vital entre les hommes. Un regard, un sourire furtif, un mot chuchoté, un morceau de pain partagé, ces gestes prenaient une signification démesurée. Mais cette solidarité était aussi un risque constant, car toute tentative d'organisation ou de réconfort pouvait être interprétée comme un acte de rébellion et entraîner des représailles. En 1970, l'autorité du commandant de la prison Cândido Mendes devint implacable. C'était une figure composite, incarnant les divers directeurs et officiers qui se succédèrent, chacun apportant sa propre nuance de cruauté. Son bureau, un espace austère avec vue sur la mer, était le centre névralgique d'un système de contrôle strict et répressif. Le commandant, galvanisé par le pouvoir que lui conférait la dictature, agissait avec une conviction inébranlable dans sa mission de nettoyage politique. Son visage était souvent impassible, ses yeux froids, mais une cruauté personnelle, une jouissance à briser les esprits, transparaissait parfois dans ses ordres ou ses silences. Les interrogatoires brutaux et les punitions arbitraires devinrent monnaie courante. Les cris résonnaient parfois dans les couloirs, étouffés par les murs épais, mais audibles pour les détenus, semant la terreur. L'isolement, le manque de sommeil, les menaces contre les familles, tout était utilisé pour briser la volonté des prisonniers. Et puis, il y avait les rumeurs, persistantes, qui circulaient parmi les détenus, chuchotées d'une cellule à l'autre, concernant des transferts nocturnes. Des noms étaient appelés au milieu de la nuit, des hommes emmenés, et personne ne les revoyait jamais. Leurs lits restaient vides, leurs affaires disparaissaient, comme s'ils n'avaient jamais existé. Une atmosphère de terreur silencieuse régnait. Les bruits de la nuit, le clapotis régulier de l'eau contre les rochers, le chant lointain des oiseaux de la forêt tropicale, prenaient une connotation sinistre, annonçant l'imminence d'événements tragiques. Chaque ombre, chaque pas dans le couloir, chaque grincement de porte était scruté, interprété. L'isolement était tel que la réalité de l'île devenait le seul univers, le seul horizon. La survie physique et mentale, l'unique objectif. Les prisonniers vivaient dans un état de vigilance constante, chaque jour une épreuve, chaque nuit une menace. Ils tentaient désespérément de préserver leur identité, leur raison, face à la déshumanisation méthodique. Certains s'accrochaient à des souvenirs, d'autres à des rêves, d'autres encore à des bouts de papier sur lesquels ils griffonnaient des poèmes ou des récits, risquant tout pour ne pas laisser leur esprit s'éteindre.
En 1972, un jeune militant politique nommé Jer Ferreira de Sá fut transféré à Cândido Mendes. Il avait déjà connu des mois de détention et de torture dans d'autres centres sur le continent, son corps et son esprit portant les cicatrices invisibles de cette violence. Son arrivée sur l'île fut un choc, une immersion dans un nouvel enfer, mais aussi une révélation. Il découvrit l'ampleur de la répression, la manière dont le régime s'acharnait à briser les hommes, mais aussi la communauté de résistance silencieuse qui y survivait. Le voyage en bateau jusqu'à Ilha Grande fut long et éprouvant. Menotté, les yeux bandés, Jer ne percevait que le tangage du navire, l'odeur du diesel et du sel, et le bourdonnement incessant de l'angoisse. Quand on lui retira son bandeau, il vit d'abord le vert éclatant de la jungle, le bleu profond de l'océan, et puis, se dressant comme un monstre de pierre au milieu de cette beauté, les murs gris et froids de la prison. L'air était lourd des histoires non dites et des visages absents. Chaque nouveau prisonnier, comme lui, apportait avec lui les cicatrices de l'extérieur, les récits fragmentés d'autres tortures, d'autres disparitions. Jer, avec ses 27 ans et son passé de militant étudiant, était partagé entre une rage impuissante face à l'injustice et la nécessité impérieuse de s'adapter pour survivre. Il avait vu des hommes se briser, d'autres s'endurcir. Il développa rapidement une conscience aiguë de la fragilité de la vie humaine sous la dictature, mais aussi de la force inouïe de l'esprit collectif. Il observa directement les conditions de détention, les visages émaciés, les regards fuyants ou, au contraire, emplis d'une flamme indomptable. Il entendit les chuchotements sur les disparitions, vit les lits vides le matin, les affaires d'un camarade qui n'était plus là. Les anciens détenus, ces vétérans de la prison, le regardaient avec un mélange de lassitude et d'une curiosité teintée de compassion. Pour eux, Jer était un miroir de leur propre passé, de l'idéalisme qu'ils avaient eux aussi porté. Son arrivée ravivait une lueur d'espoir, celle que le monde extérieur se souvienne encore d'eux, que la lutte continue. Mais aussi, une dose de désespoir renouvelée, car chaque nouveau visage était un rappel que la machine répressive continuait de broyer des vies, sans relâche, sans pitié. Jer, lui, s'efforçait d'apprendre les codes, les silences, les signes de reconnaissance, cherchant à trouver sa place dans cette communauté de survivants, prêts à témoigner, si un jour, il parvenait à s'échapper de cette île mythique. Les nuits d'Ilha Grande avaient une texture particulière en cette année 1973, une épaisseur d'encre et de silence que seul le clapotis incessant des vagues contre les rochers de la côte parvenait à percer. Sous la présidence du général Médici, la « guerre sale » contre les opposants politiques avait atteint son paroxysme sur le continent, et Ilha Grande, ce promontoire oublié au large de Rio, était devenu un maillon essentiel de cette chaîne répressive, une chambre d'écho où les cris étaient étouffés avant même d'être formés. Pour Jer Ferreira de Sá et les autres détenus, chaque nuit était une épreuve, un languissement vers l'aube ou vers l'oubli. Dans la pénombre moite de sa cellule, Jer s'efforçait de réguler sa respiration, les yeux fixés sur l'ouverture barrée qui laissait filtrer un carré de lune incertaine. L'air, lourd de l'odeur de la sueur, de la peur et de la mer, semblait vibrer d'une anxiété collective. Les rumeurs de « transferts » forcés, ces départs nocturnes vers des destinations inconnues, souvent des centres de torture secrets sur le continent, s'étaient multipliés, consolidant le mythe des « disparus de l'île ». Chacun savait que ces transferts n'étaient pas des libérations, mais des exécutions déguisées, des effacements. Un nom chuchoté dans l'obscurité, un bruit de pas lourd dans le couloir, le grincement d'une porte métallique, et c'était la panique silencieuse qui s'emparait des cœurs. Qui serait le prochain? Qui verrait son nom s'effacer des listes, son visage disparaître des souvenirs, son histoire se dissoudre dans les eaux profondes de l'Atlantique? L'océan, ce vaste complice silencieux, semblait emporter les secrets et les destins brisés, ses vagues léchant la plage comme une langue insatiable. Jer se souvenait des visages de ceux qui étaient partis avant lui, des camarades avec qui il avait partagé une cigarette roulée en secret, un mot d'encouragement furtif, un espoir volé. Leur rire s'était éteint, leur voix réduite au silence, et seuls leurs fantômes continuaient de hanter les murs de la prison, leurs absences criantes plus que n'importe quelle présence. Le régime militaire, sûr de son impunité, opérait avec une cruauté calculée, cherchant à briser toute forme de résistance, non seulement physique, mais aussi morale et psychologique. La notion de « disparaître » était devenue plus qu'une menace, c'était une réalité glaçante qui hantait les esprits, une épée de Damoclès suspendue au-dessus de chaque tête. Les prisonniers vivaient dans un état de peur constante, le moral vacillant entre la résignation la plus sombre et des flambées de désespoir qui s'épuisaient vite, comme des feux de paille. Pendant que l'île continuait d'engloutir les hommes, loin de ses rivages, une autre forme de résistance prenait racine, discrète et obstinée. En 1974, malgré la censure omniprésente et le voile opaque de la dictature, des informations fragmentées sur les abus à Ilha Grande et ailleurs commencèrent à atteindre des figures religieuses, des âmes courageuses qui refusaient de fermer les yeux. Parmi elles, Dom Paulo Evaristo Arns, cardinal archevêque de Sao Paulo, un homme dont la foi inébranlable était égalée par une profonde humanité. Dans son bureau sobre, imprégné de l'odeur du vieux papier et de l'encens, Dom Paulo passait des heures, le visage grave, à lire les courriers clandestins, à écouter les récits chuchotés par des familles désespérées, à recueillir les témoignages des rares rescapés.
Chaque mot était une blessure, chaque histoire un fardeau, mais aussi une flamme qui nourrissait sa détermination. Il entreprit discrètement des démarches pour documenter les violations des droits de l'homme, posant les premières pierres d'une résistance morale et éthique qui allait, des années plus tard, devenir un rempart contre l'oubli. L'air autour de lui, dans les ruelles animées de Sao Paulo, était chargé de la tension entre le secret d'État et la détermination de quelques âmes courageuses à chercher la vérité. Le silence oppressant de la dictature était lentement fissuré par des murmures de compassion et de justice, venant de l'extérieur de l'île, comme une marée montante. Dom Polo ressentait un poids immense de responsabilité morale. Sa foi lui dictait d'agir, son humanité de secourir. Chaque ligne qu'il notait, chaque contact qu'il établissait, était un acte de défi, un risque personnel qu'il acceptait sans hésitation. Il était animé d'une détermination calme, mais inébranlable, face à la brutalité du régime. Les familles des disparus, épuisées par l'attente, par les nuits sans sommeil et les jours sans nouvelles, voyaient en lui un porte-parole potentiel, une lueur d'espoir dans l'obscurité de leur douleur. Elles s'accrochaient à sa figure comme à une ancre dans la tempête, lui confiant leurs peurs les plus profondes et leurs espoirs les plus fragiles, dans l'espoir qu'un jour, la vérité éclate et que leurs proches ne soient pas oubliés. Les années s'écoulaient, mais le temps ne guérissait pas les blessures d'Ila Grande, il les transformait. En 1976, la pression internationale et interne commença à monter, timide d'abord, puis de plus en plus insistante. Des voix s'élevaient, des rapports de la Croix-Rouge, des lettres d'organisations humanitaires commençaient à circuler, brisant les murs du silence que le régime avait si soigneusement érigés. La prison Cândido Mendes continuait de fonctionner, certes, mais la nature des disparitions devint plus complexe, plus insidieuse. Certains prisonniers étaient transférés vers d'autres centres, d'autres étaient libérés sous surveillance, mais le sort de nombreux restait inconnu, leurs dossiers savamment égarés, leurs traces effacées, brouillant délibérément les pistes. Le climat de répression était toujours intense, mais des fissures, aussi fines que des cheveux, commençaient à apparaître dans le mur d'impunité du régime. L'air était imprégné d'une légère incertitude pour les autorités, qui devaient désormais jongler avec la façade publique et la réalité brutale de leurs actions. Sur l'île, une nouvelle forme de surveillance s'installa, plus subtile, moins ouvertement violente, mais tout aussi pernicieuse. Les gardiens, jadis ouvertement brutaux, adoptèrent une attitude plus réservée, leurs yeux scrutant les prisonniers avec une méfiance accrue, cherchant à déceler toute tentative de communication ou d'organisation. Les détenus, quant à eux, étaient pris dans un jeu cruel d'espoir et de désespoir. Chaque rumeur de libération potentielle, chaque nouveau visage aperçu dans les couloirs, ravivait une étincelle de possibilités, immédiatement éteinte par la peur qu'un transfert ne signifie pas la liberté, mais un sort pire encore. La méfiance était à son comble, non seulement envers les gardiens, mais parfois aussi entre les détenus, l'incertitude étant un poison qui rongeait la solidarité. Qui était vraiment libre? Qui était un informateur? Le doute s'insinuait partout, rendant la vie encore plus insupportable. L'annonce de l'amnistie, en 1979, résonna comme un coup de tonnerre dans le ciel lourd du Brésil. Elle était censée marquer la fin d'une ère, l'aube d'une transition démocratique. Cette loi, accueillie par certains avec un soulagement extatique, fut pour d'autres un coup de poignard. Elle permettait le retour de nombreux exilés politiques, la libération de certains détenus, mais, dans un geste d'une cruauté insondable, elle garantissait également l'immunité aux agents de l'État responsables des tortures et des disparitions. Ce fut une cicatrice profonde et purulente dans la mémoire collective du pays. Une ambiance paradoxale de soulagement et d'amertume traversa le Brésil. Pour les prisonniers d'Ila Grande qui eurent la chance d'être libérés, ce fut un mélange d'euphorie retrouvée, la sensation enivrante du vent sur leur peau et du soleil sur leur visage, mais aussi un traumatisme profond et indélébile. Leurs corps et leurs esprits portaient les marques physiques et psychologiques de leur détention, des ombres qui les suivraient pour le reste de leur vie. Les nuits étaient hantées par les souvenirs des cris, des visages disparus, des tortures subies. La liberté avait un goût amer, teinté d'injustice. Pour les familles des disparus, la loi d'amnistie fut une nouvelle blessure, une confirmation que la vérité ne serait pas rendue, que la justice ne serait pas faite. C'était la certitude que les bourreaux de leurs proches resteraient impunis, leurs crimes effacés par un trait de plume. Leurs larmes se mêlaient à une rage froide, et un combat pour la justice, long et épuisant, ne faisait que commencer. Ila Grande, bien que toujours active comme prison de droit commun, commençait à perdre son statut de symbole absolu de la répression politique, mais son passé obscur restait bien vivant, ses fantômes errant sur ces plages désertes, ses secrets enfouis sous la terre et les vagues. 4 ans plus tard, en 1983, dans l'ombre discrète de la cathédrale de Sao Paulo, sous la direction inlassable de Dom Polo Evaristo Arns, un projet monumental et clandestin prenait forme, Brasil, Nunca Mais. Dans des bureaux exigus et mal éclairés, des avocats, des étudiants et des militants, travaillant nuit après nuit dans le plus grand secret, s'attelaient à une tâche herculéenne. Ils copiaient, microfilmaient et organisaient des milliers de dossiers militaires, des documents d'archives qui détaillaient les interrogatoires, les procès, les transferts, et, par leur silence et leurs omissions, révélaient l'ampleur systémique des tortures et des disparitions. Une atmosphère de quête de vérité, méthodique et dangereuse,
imprégnaient ces bureaux où les documents étaient copiés, page après page, sous la menace constante de la découverte. L'ombre de la dictature planait encore, mais la lumière de la vérité commençait à percer, révélant les horreurs cachées. Chaque dossier ouvert était une vie dévoilée, chaque ligne lue une souffrance ravivée. Le passé d'Ila Grande était désormais lié à un réseau national de répression. Ces disparus n'étaient pas des cas isolés, mais les victimes d'un système organisé de terreur d'État. Dom Polo Evaristo Arns et son équipe étaient animés par une détermination inébranlable à révéler la vérité, malgré les risques immenses qu'ils prenaient. Ils ressentaient la lourde responsabilité de donner une voix aux disparus, de rendre un semblant de dignité à ceux qui avaient été effacés. Les familles, apprenant l'existence de ce travail secret, retrouvèrent une forme d'espoir, celui que leurs proches ne soient pas oubliés, que leurs histoires soient enfin racontées, et que justice soit un jour rendue, même si ce n'était que par la mémoire. Leur nom, leur visage, leur combat, allaient enfin émerger des ténèbres, portés par le courage de ces hommes et femmes qui refusaient le silence. La vérité, même douloureuse, était le seul chemin vers une véritable réconciliation, le seul moyen de s'assurer que le Brésil n'oublierait jamais. En 1988, l'air salin d'Ila Grande, autrefois imprégné des cris étouffés et de l'odeur âcre de la peur, commença à respirer différemment. Après des décennies de rumeurs persistantes, de déni obstiné et d'une existence qui semblait éternelle dans sa cruauté, la prison Cândido Mendes fut finalement fermée. Ce n'était pas un événement grandiose, marqué par des fanfares ou des discours. Non, c'était une dissolution silencieuse, presque honteuse. Les derniers détenus, des criminels de droit commun pour la plupart, furent transférés vers des établissements sur le continent, leur chaîne cliquetant une dernière fois sur les dalles humides qui avaient vu tant de vies brisées. Le bâtiment, massif et lugubre, fut abandonné, laissé à la merci du temps et de la nature implacable de l'île, comme un secret trop lourd à porter. Une ambiance de fin d'air s'installait, lourde de fantômes et de silence. Le vent, qui jadis portait les plaintes et les ordres, siffle désormais à travers les cellules vides, emportant les échos des voix passées dans les recoins sombres des couloirs. Les portes en fer, rouillées et grinçantes, battaient doucement sous la brise marine, jouant une mélodie macabre pour une audience invisible. La nature, patiente et envahissante, commença à reprendre ses droits sur la structure de béton froid. Des lianes audacieuses s'accrochaient aux murs lézardés, des racines puissantes fissuraient le ciment, et la mousse verte recouvrait lentement les traces de l'humanité, symbolisant la tentative de l'oubli, mais aussi la persistance inéluctable de la mémoire. Chaque crevasse, chaque tache d'humidité sur le mur, chaque barre tordue racontait une histoire silencieuse, une douleur gravée dans la pierre. Le soleil tropical, impitoyable, inondait désormais les cours intérieures, exposant la brutalité architecturale du lieu, mais ne parvenait pas à dissiper l'ombre persistante des souvenirs. Les cris et les murmures des détenus, les pas lourds des gardiens, les silences pesants des interrogatoires, tout cela semblait encore flotter dans l'air, une âme collective qui refusait de quitter les lieux. Pour les survivants, ceux qui avaient eu la chance d'être libérés ou qui avaient enduré des années de captivité ailleurs, la fermeture de Cândido Mendes fut une victoire amère. C'était un pas vers la reconnaissance de l'horreur vécue, la confirmation que l'État ne pouvait plus se cacher derrière les murs de l'île. Mais c'était aussi la confirmation que le passé ne pouvait être effacé, ni les cicatrices guéries. Chaque âme perdue, chaque corps disparu, chaque instant de torture demeurait une réalité indélébile. Pour la société brésilienne, c'était une opportunité, certains voulaient y croire, de tourner la page, de regarder vers un avenir plus démocratique, mais la question des disparus, ces milliers de visages sans sépulture, restait une plaie ouverte, une tache indélébile sur la conscience nationale. Les vagues se brisaient sur les rivages de l'île, comme des larmes incessantes, emportant avec elles les secrets, mais jamais tout à fait l'écho de la souffrance. 12 années s'écoulèrent, et avec le nouveau millénaire, en l'an 2000, une nouvelle forme de courage émergea. Ce n'était plus le courage de la résistance armée, mais celui, plus lent et méthodique, de la vérité. Des archéologues et des historiens, souvent en collaboration étroite avec des associations de droits de l'homme, commencèrent des fouilles sur Ilha Grande, en particulier autour des anciennes zones de la prison Cândido Mendes. Leurs outils n'étaient pas des armes, mais des truelles, des brosses et des tamis. Leur objectif, chercher des preuves des disparitions, des sépultures non marquées, des fragments de vie qui pourraient enfin donner un nom et un lieu de repos aux desaparecidos. Une atmosphère de recueillement et de détermination imprégnait les chantiers de fouilles. Sous le soleil implacable qui martelait l'île, la terre rouge et rocailleuse était remuée avec une révérence quasi religieuse, chaque coup de pelle étant un acte de mémoire, chaque particule de terre examinée avec l'espoir de trouver un indice. Les archéologues, le visage maculé de poussière et de sueur, travaillaient en silence, leur concentration brisée seulement par le chant lointain des oiseaux ou le murmure des vagues. Le passé, enfoui et oublié sous des couches de terre et des décennies de silence, était lentement ramené à la lumière. Des fragments de poterie, des boutons rouillés, des morceaux de tissu, des restes de fondation, chaque objet, si insignifiant soit-il, était une parcelle d'histoire, révélant des fragments d'histoire tragique, des vies arrachées à l'oubli. Les journées étaient longues et épuisantes, mais la motivation était inébranlable. Les chercheurs étaient animés par une quête de vérité scientifique et humanitaire, conscients de l'importance historique et morale de leur travail.
Ils savaient qu'ils ne cherchaient pas seulement des os, mais des identités, des récits. Les familles des disparus suivaient ces efforts avec un mélange poignant d'espoir et de douleur. Chaque annonce de découverte potentielle était une secousse, la promesse d'une réponse tant attendue, mais aussi la terreur de ce que ces réponses pourraient révéler. Elles espéraient enfin trouver des restes, un signe, un objet qui aurait appartenu à leur être cher, mais redoutaient aussi la confirmation de la fin de l'espoir. Les visages des proches disparus hantaient les pensées de ceux qui maniaient les outils, transformant chaque fouille en une mission sacrée. 12 autres années s'écoulèrent et en 2012, le Brésil franchit une étape cruciale dans son douloureux chemin vers la réconciliation avec son passé. La Commission nationale de la vérité fut officiellement établie, chargée d'enquêter sur les violations des droits de l'homme commises entre 1946 et 1988. Ce fut un moment historique, une tentative de briser le mur de silence et d'impunité qui avait si longtemps protégé les bourreaux. Des témoignages d'anciens prisonniers d'Ilha Grande, dont Jair Ferreira de Sá, cet homme dont le regard avait jadis capturé l'horreur de l'île, furent recueillis avec une minutie scrupuleuse. Sa voix, marquée par le temps et la souffrance, résonna dans les salles d'audience, portant le poids de tant d'autres voix éteintes. Des documents déclassifiés, arrachés aux archives militaires, furent également examinés, jetant une lumière crue et impitoyable sur les événements, dévoilant les rouages d'une machine répressive bien huilée. Une ambiance de révélation et de confrontation imprégnait les séances de la CNV. Les voix longtemps réduites au silence, les histoires enfouies dans l'intimité des familles, s'élevaient enfin, brisant des décennies de mensonges et de peur. La vérité, brute et douloureuse, était enfin prononcée dans des espaces publics, devant des caméras et des journalistes, malgré les résistances persistantes de certains secteurs de la société, encore nostalgiques de l'ordre autoritaire. Les témoignages étaient poignants, des récits de torture, de disparition, de privation de liberté, mais aussi d'une résilience inouïe. Chaque mot était une pierre jetée contre le mur de l'oubli. Les victimes et leurs familles ressentirent un immense soulagement de pouvoir enfin témoigner, de voir leur souffrance reconnue publiquement. C'était une libération, une validation de leur vérité, mais aussi la douleur ravivée des souvenirs, les images qui revenaient avec une clarté insupportable. La société brésilienne, quant à elle, était confrontée à son propre passé, divisée entre ceux qui, par ignorance ou par idéologie, voulaient oublier, et ceux qui exigeaient la pleine reconnaissance des crimes, la justice pour les disparus. Les débats étaient vifs, les passions intenses, mais le processus était en marche, inarrêtable. En 2014, après des années de travail acharné, de milliers de témoignages et de millions de documents analysés, le rapport final de la CNV fut publié. Ce fut un pavé dans la mare de l'histoire brésilienne, un document de plus de 4000 pages qui confirmait l'ampleur systémique des disparitions forcées, des tortures et des exécutions extrajudiciaires commises par le régime militaire. Ilha Grande, avec ses vagues et ses secrets, fut explicitement mentionné comme un lieu clé de ces violations, un symbole de la terreur d'État, bien que le destin de nombreux « desaparecidos » de l'île n'ait jamais été entièrement élucidé. Leurs noms figuraient sur de longues listes, des noms sans tombe, des âmes sans repos. Une atmosphère de reconnaissance officielle, mais aussi d'incomplétude, imprégnait la publication de ce rapport. C'était un document historique crucial, un monument à la mémoire des victimes, un acte de justice mémorielle. Mais il soulignait aussi les lacunes persistantes, l'absence de nombreux corps, l'impunité des coupables protégés par la loi d'amnistie, l'incapacité à refermer toutes les blessures. La vérité était là, brute et indéniable, mais elle n'était pas totale, laissant un goût amer d'inachevé. Le rapport, avec ses détails glaçants, força le Brésil à regarder en face les horreurs de son passé. Le rapport apporta une validation douloureuse aux familles, une reconnaissance publique de ce qu'elles avaient toujours su. Mais l'absence de justice pénale pour les bourreaux, l'impossibilité de voir les responsables jugés et punis, laissa un goût amer, une blessure qui ne se refermerait jamais vraiment. La nation tout entière fut invitée à une réflexion profonde sur son histoire, les débats sur l'amnistie, la responsabilité de l'État et la mémoire collective furent relancés, plus vifs et plus déchirants que jamais. Le rapport n'était pas une fin, mais un nouveau début, le début d'un combat continu pour la justice et la mémoire. Aujourd'hui, Ilha Grande, l'ancienne île-prison, est devenue une destination touristique prisée, un paradis tropical aux plages immaculées et aux eaux turquoises, attirant des milliers de visiteurs en quête de beauté naturelle et de sérénité. Mais au milieu de cette splendeur, les ruines de l'ancienne prison Cândido Mendes subsistent, un mémorial silencieux et imposant, rappelant un passé sombre et douloureux. Les murs décrépits, les cellules éventrées, les barres rouillées, sont les témoins muets d'une histoire que l'île ne peut ni ne veut oublier. Un mélange saisissant de beauté naturelle et de mélancolie historique enveloppe l'île. Les rires des touristes se mêlent au murmure des vagues, les couleurs vives des parasols contrastent avec le gris froid des ruines. Ilha Grande est un lieu de contraste, où la vie et la mort, la joie et la souffrance, se côtoient dans un silence évocateur. Des efforts inlassables sont faits pour préserver la mémoire des disparus et des abus, à travers des musées modestes, des expositions itinérantes et des initiatives éducatives destinées aux jeunes générations. Ces efforts visent à assurer que l'histoire de l'île, ses victimes et ses bourreaux, ne soient jamais oubliées, que les leçons du passé soient apprises.
La mémoire collective est un champ de bataille perpétuel, entre l'oubli confortable et la réminiscence douloureuse. Les jeunes générations, celles qui n'ont pas connu la dictature, découvrent cette histoire avec un mélange de choc et de fascination, tentant de comprendre comment de telles atrocités ont pu se produire dans leur pays. Les survivants et les familles des disparus continuent leur combat infatigable pour la justice et la reconnaissance, portant le fardeau de la mémoire, un poids lourd et sacré. Leur voix, bien que parfois fatiguée, résonne avec une détermination inébranlable, portant l'espoir d'un avenir où de telles atrocités ne se reproduiront plus jamais, où la dignité humaine sera toujours respectée. Ils sont les gardiens de la mémoire d'Ila Grande, les porteurs de la flamme de la vérité, éclairant les ombres du passé pour garantir un avenir plus juste pour le Brésil. Leurs histoires, leurs larmes, leurs combats, sont inscrits dans le vent qui caresse les ruines, dans le sable chaud des plages, et dans le cœur de ceux qui refusent d'oublier.